8h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, inaugure à Marrakech le parc de l'Olivré. Rabat Shabab, un écrin écologique, reposant et verdoyant, fraîchement réhabilité au cœur de la cité ocre. Réforme des caisses de retraite. La commission en charge du dossier a tenu aujourd'hui sa première réunion. Syndicats, gouvernement et patronat mènent de concert une réflexion pour activer un processus de réforme en profondeur en faveur des droits des affiliés actuels et futurs. Embellie dans le ciel marocain, la connectivité aérienne de la destination Maroc se renforce avec une nouvelle expansion opérée par la 5e compagnie aérienne européenne. EasyJet s'apprête à transporter plus de passagers de et vers le royaume. Plus de 75 vols hebdomadaires sont prévus, une aubaine pour l'activité touristique nationale. Puis on fera focus sur un métier mis aux oubliettes. Les cordonniers, ces artisans bottiers jadis bien connus du quartier, peinent à trouver de la relève. Faute de clients, les quelques ateliers survivants risquent de fermer boutique. À suivre dans cette édition ce qui pourrait être l'épilogue d'un métier à la quête d'un nouveau souffle. Bonsoir, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a procédé hier à Marrakech à l'inauguration du parc de l'Olivré de Rabat Shabab. Le parc vient d'être réhabilité dans le cadre du programme Réhabilitation des jardins et parcs historiques. Reportage Nisri El Hamdawi, Zaki Abdelkas, Othman Taziel Arbinheri. Le parc de l'Olivré de Rabat Shabab à Marrakech, un havre verdoyant qui respire la nature. Quoi de mieux que cet écrin écologique de 120 hectares pour sensibiliser au respect de l'environnement? L'espace a été réaménagé à cet effet. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, l'a inauguré hier avant de suivre une présentation sur les différentes étapes de sa réhabilitation et sur son équipement en système d'irrigation. Ce parc qui a été inauguré par la Fondation, bien sûr avec ses partenaires, dans le cadre du programme de réhabilitation des jardins et parcs historiques qui veille en fait à rendre vie à ces lieux et ces parcs tout en respectant leur esprit originel, historique, et en y implémentant en même temps des espaces pédagogiques, ce qui va en fait avec la mission principale de la Fondation qui est en lien avec l'éducation et la sensibilisation au développement durable. Les enfants des écoles écologiques ont réservé un accueil chaleureux à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna. Ils sont enthousiastes à l'idée de disposer d'un endroit écolo où il fait bon respirer à plein poumon. Un espace, disent-ils, dont chacun doit prendre soin. Ce cadre naturel est très beau. Il comporte différentes sortes de plantes. Nous sommes appelés à le préserver et à ne pas y jeter des ordures. Le parc de l'Olivré Rabat Shabab répond également à la fonction d'espace agricole de production. Plus de 1160 plants de cette espèce emblématique de la Méditerranée y ont été plantés. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a visité les espaces verts qui favorisent la biodiversité et qui encensent l'air de parfums de plantes aromatiques. Le ministère de l'Agriculture œuvre à équiper cette exploitation de la forêt de la jeunesse par un système d'irrigation en goutte à goutte, par l'utilisation des eaux usées, traitées et recyclées. Il s'agit d'un mode d'irrigation souterrain. Le parc Rabat Shabab constitue également un exemple à suivre pour la préservation des ressources hydriques. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a pris connaissance du système traditionnel d'irrigation par des khtarats. Les khtarats ont connu un grand développement sous le règne de la dynastie des Almoravides, des Almohades, des Saadines et des Alaouites. Leur nombre dans les environs de Marrakech a atteint les 500 au total. Le
projet de réhabilitation de ce parc a mis au cœur de ses priorités l'épanouissement sportif des jeunes de la ville, avec à la clé l'aménagement de terrains de sport. À cette occasion, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a posé pour une photo souvenir avec les jeunes vainqueurs des compétitions sportives. Et en soutien à l'adhésion de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement aux nouvelles technologies, une présentation de l'application mobile du parc de l'Olivrerie Rabat Shabab sur écran a été faite à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna. Une application qui met en avant le tracé du circuit conçu pour faciliter la visite de cet espace grandeur nature. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra au cours du mois d'octobre courant 3 réunions pour examiner la question du Sahara marocain. Le but étant de renouveler le mandat de la MINURSO et de réaffirmer le soutien aux efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel, visant à relancer le processus politique en amenant l'Algérie, principal parti aux différents régional, à reprendre le processus des tables rondes conformément aux résolutions pertinentes, notamment la 2602. Mohamed Elchkar. C'était il y a près d'un an. La résolution 2602 adoptée le 29 octobre 2021. Résolution en vertu de laquelle le Conseil de sécurité a établi une fois pour toutes les paramètres de la solution politique devant présider au règlement définitif du différend régional sur le Sahara marocain. Parmi ces paramètres figure le processus des tables rondes, le seul cadre mis en place par le Conseil de sécurité pour poursuivre le processus politique. Ce processus des tables rondes est clairement affirmé et réaffirmé dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a réaffirmé une fois de plus la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, seule et unique solution sérieuse et crédible à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume. La solution à ce différend ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis. Les réunions du Conseil de sécurité se tiennent dans un contexte marqué par les succès diplomatiques de grande envergure engrangés par le Royaume du Maroc, ainsi que par un soutien grandissant à la marocanité du Sahara, à la légitimité des droits du Royaume sur ses provinces du Sud et à l'initiative d'autonomie. Pour l'examen de la question du Sahara marocain, le Conseil de sécurité disposera du rapport annuel du secrétaire général sur la question nationale. Il prévoit une réunion des pays contributeurs de troupes à la MINURSO lundi prochain et des consultations à huis clos le 17 de ce mois. Lors de cette réunion, le Conseil de sécurité devrait recevoir un briefing du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Alexander Ivanko, et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura. L'adoption de la résolution sur le Sahara marocain par le Conseil de sécurité est prévue le 27 octobre courant. Réforme des caisses de retraite, le coup d'envoi a été donné ce matin à une réflexion qui se veut concertée entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Une première réunion de la commission chargée de la réforme des caisses de retraite, présidée par la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah Alaoui, qui ouvre la voie à un chantier des plus problématiques. Retour à Mohamed Elchkar. C'est la toute première réunion de la commission de réforme de la retraite. Autour de la table, les syndicats les plus représentatifs, la CGEM et les directeurs généraux des 3 caisses de retraite. Objectif, dresser l'état des lieux, échanger sur la situation actuelle des caisses de retraite et surtout définir pour commencer une méthodologie de travail. Premièrement, nous devons nous entendre sur le diagnostic de la situation actuelle des caisses de retraite. Tout le monde parle de problématiques au niveau de ces caisses, mais nous devons accorder nos violons sur les véritables mots. Ensuite, nous devons partager avec nos partenaires toutes les études qui ont été faites depuis les recommandations de la Commission de 2013. Il est temps que nos partenaires en soient informés pour qu'ils les étudient. Le gouvernement propose un délai de 6 mois pour que chacun des partenaires de ce dialogue, syndicats et patronat, livre ses propositions. De toute façon, le dossier est des plus épineux, mais le gouvernement demeure très optimiste.
Toutes les parties font preuve de courage pour traiter ce dossier épineux que nous avons tardé à résoudre. Aujourd'hui, nous sommes optimistes que cette intelligence collective nous permettra d'aboutir à une vision pour un système de retraite bénéfique, aussi bien pour les retraités actuels que pour les générations à venir. Ce chantier ambitionne la mise en place d'un système de retraite à 2 pôles, public et privé. Une première réunion donc qui a permis de valider la démarche de travail ainsi que le calendrier des travaux de cette commission. Travaux qui devraient aboutir avant le prochain round du dialogue social à un scénario de réforme et une feuille de route pour sa mise en œuvre. Toujours à Rabat, le haut représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Ángel Moratinos, exprime ses remerciements les plus sincères à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son soutien à la tenue en novembre prochain à Fès du 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Moratinos, qui s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourreta, dans le cadre de la préparation de cette rencontre, le responsable onusien a mis en exergue l'importance de l'organisation de cet événement à la lumière de la conjoncture internationale actuelle. Il a notamment fait valoir le thème central de ce forum mondial autour de la promotion de la paix et de la coexistence. Ce sera la première fois qu'un pays africain abrite la réunion du forum mondial onusien de l'Alliance des civilisations. À Addis Abeba, le Maroc a présidé une réunion du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Lors de cette réunion sur la prévention de l'enrôlement des enfants dans les situations de conflit, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et la CEA-ONU a souligné que le Royaume du Maroc, et sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a placé la protection des enfants parmi les priorités. Le Maroc a créé un centre de recherche sur la prévention des enfants soldats afin de s'acquérir des données précises, qualitatives et quantitatives en la matière. Le Maroc appelle à la condamnation ferme de toutes les formes de violation à l'encontre des enfants et à leur exploitation à des fins militaires, du recrutement, de l'endoctrinement et de l'enrôlement continu par des groupes armés. Et voilà une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent réserver pour leurs prochaines vacances. Si vous passez par EasyJet, sachez que la compagnie britannique multipliera désormais sa desserte du Maroc à destination de 6 pays d'Europe. Ses dirigeants sont actuellement à Marrakech. Un contrat de partenariat est signé pour la saison hiver 2022. EasyJet braque son viseur sur le marché marocain. 5e compagnie aérienne européenne avec plus de 100 millions de passagers en 2019, le géant mondial de l'aérien et du voyage est à Marrakech pour confirmer ses engagements en termes de capacité sur le Maroc. Nous sommes présents sur le marché marocain depuis 2006. Depuis cette date, nous avons transporté près de 20 millions de passagers. Avec les responsables marocains, nous avons discuté des moyens de renforcer encore davantage cette coopération et de positionner le Maroc parmi les destinations préférées des Britanniques. La compagnie britannique prévoit de déployer une offre de 75 vols par semaine reliant le Maroc à 6 marchés européens, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. L'objectif de cette rencontre est vraiment de partager avec eux les ambitions du Maroc qui sont de doubler les arrivées à l'horizon 2030. Nous avons déjà des partenariats qui sont importants, mais nous tenons réellement à renforcer cette union et dans un partenariat win-win avec l'ONMT. Pour l'Office national marocain du tourisme, il s'agit de consolider les opérations de la compagnie britannique sur les villes d'Agadir et Marrakech, mais aussi de finaliser et d'étendre leurs opérations. C'est un partenariat à long terme qui est en train d'être préparé avec eux pour étendre leurs opérations sur l'ensemble des destinations marocaines. Cela rentre dans le cadre de la stratégie de l'Office national marocain du tourisme de nouer des partenariats avec les plus grandes compagnies aériennes et les plus grands tours opérateurs afin d'accompagner le développement du tourisme au Maroc. Le Royaume-Uni est aujourd'hui le 4e marché émetteur pour le Royaume et le 2e marché en termes de nuitées. La compagnie britannique EasyJet prévoit de mettre à disposition de ses clients près de 15 000 sièges de départ hebdomadaire de Marrakech.
Football à présent et cette large victoire pour l'équipe nationale marocaine. Les protégés de Fouad Assou ont assuré leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football pour amputés après un 4-0 signé face à l'Argentine. La sélection marocaine a ouvert le score dès la 15e minute par l'intermédiaire de Mohsin Sharhar avant qu'Ilyas Sabir ne double la mise 11 minutes plus tard. À la 43e minute, Mohsin Sharhar récidive en marquant le 3e but. 4 minutes plus tard, c'était au tour d'Ilyas Sabir de signer son doublé et donc le 4e but pour le Maroc. Bravo à l'équipe nationale marocaine et place à ce nouvel exploit mondial signé par 3 athlètes marocains. Ils se sont lancés un challenge plutôt passionnant, partir à l'assaut du détroit de Gibraltar. Une traversée à la nage réalisée avec l'appui du nageur de l'extrême Hassan Baraka. 16,7 km parcourus en 5 heures et 58 minutes dans une eau à température moyenne de 19,5 degrés. Une performance hors norme que commente pour nous l'athlète aventurier Hassan Baraka. Voilà, on est en train d'arriver à Tanger. Ça fait déjà plus de 5h31 minutes qu'il nage. C'est vraiment une fierté pour moi d'avoir pu accompagner ces 4 nageurs pour réaliser leur rêve de traverser le détroit de Gibraltar. Après ces dures années d'entraînement. Et puis il y a une satisfaction énorme, beaucoup plus grande que si j'avais refait la traversée moi-même. La saison 2022 des prix Nobel se poursuit avec la chimie. 2 Américains et un Danois ont été récompensés pour le développement de la chimie clique et de la chimie bio-orthogonale. Caroline Bertozzi, Carl Barry Sharpless et Morten Peter Meldal sont sacrés pour leurs travaux pionniers en matière de chimie clique, une nouvelle forme de combinaison de molécules utilisées pour développer des traitements pharmaceutiques. Ils ont le talent de faire renaître nos vieilles paires de chaussures usées ou juste pas la bonne pointure. En un tour de main, les cordonniers ont le don d'en recréer des chaussures quasiment neuves. Ces petits commerces de quartier, on en retrouve malheureusement de moins en moins. Pourquoi ces artisans passionnés sont aujourd'hui contraints de fermer boutique? Maria Ouad a fait sa petite enquête. Regardons. Ils travaillent le cuir, répare nos chaussures et réajuste nos semelles. Le cordonnier est cet artisan qui transforme la matière brute grâce à un savoir-faire traditionnel ancestral datant de l'Égypte antique. Un vieux métier en voie d'extinction. Il y a quelques années encore, ce métier était encore valorisé, mais maintenant il est en train de disparaître car les pièces que nous utilisons pour réparer les souliers sont de plus en plus chères. Le marché parallèle chinois nous fait concurrence et c'est pourquoi de plus en plus de cordonniers ferment leurs petits commerces. En vérité, le métier de cordonnier est en train de disparaître sous nos yeux. Il faut absolument que les gens aident nos artisans à vivre, car ces petits métiers sont très importants et nécessaires. Trop souvent dénigré et dévalorisé par la société de la surconsommation, le cordonnier perpétue pourtant un savoir-faire familial dont on hérite comme d'une passation. J'ai appris le métier très jeune car je ne suis pas allée longtemps à l'école. Une fois déscolarisée, c'est mon oncle qui m'a transmis sa passion et j'espère la transmettre également à mes enfants. Fixer la chaussure avec un clou, polir, teinter, découper, ajuster, lustrer, des souliers, des sacs à main, des ceintures. Un métier millénaire qui, pour ne pas disparaître, appelle à l'union. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Jaïsia. Très belle soirée à tous sur Aloula.